Bonsoir à tous et bonsoir à ceux qui nous rejoignent, je crois. Dernière partie de notre cours sur la psychosynthèse et la psychodynamique de Roberto Assagioli. Dernière partie de ce cours ce soir, je vais vous proposer une conclusion de ce qu'on a vu depuis le début, un résumé thématique et une conclusion. Et puis on va regarder comment psychosynthèse et hypnologie ça peut s'articuler. Le plan de notre cours ce soir, tout d'abord un résumé thématique court, j'espère, sur ce que nous avons vu pendant les 6 cours précédents, donc sur la psychodynamique de Roberto Assagioli. Dans une deuxième partie, on prendra le temps de regarder comment la psychosynthèse et ses limites influencent le travail que nous faisons ici en équipe sur notre hypnologie. Et puis dans une dernière partie, on verra quelle perspective le travail d'Assagioli nous amène pour des visions modernes de l'hypnose d'accompagnement. Donc tout d'abord, un résumé de ce que nous avons vu, et c'est pas vraiment facile de résumer ce qu'on a vu pendant 6 heures de cours. Alors je me suis dit que c'était pas vraiment nécessaire de vous redire tout ce qu'on avait déjà vu. Je vous propose plutôt un résumé thématique de ce qu'on a vu pendant les 6 derniers cours. Tout d'abord, il me semble important de prendre le temps de distinguer 2 choses dans le travail de Roberto Assagioli. C'est d'une part la psychosynthèse et d'autre part son système psychodynamique. On peut dire que la psychosynthèse, c'est un ensemble de méthodes qu'il nous laisse, c'est un ensemble de techniques et un ensemble de pratiques qui servent à accompagner un individu, et bien fondamentalement à accompagner un individu vers son bien-être. Néanmoins, on en avait parlé la semaine dernière, la psychosynthèse propose un accompagnement des individus, accompagnement orienté, on pourrait dire accompagnement dont l'orientation est teintée d'une idéologie, en l'occurrence idéologie gnostique et dualiste. Alors il y a quand même beaucoup de gens qui ont écrit sur tout ça, et la semaine dernière on proposait le fait que c'est peut-être une limite qu'il y ait une orientation philosophique. Néanmoins, il y a beaucoup de personnes depuis pas mal de siècles qui ont écrit sur ce sujet et qui ont montré comment les idéologies gnostiques, dualistes peuvent quand même être de bons vecteurs de bien-être. Néanmoins, on voit que la psychosynthèse, c'est un système de technique, un système de méthode d'accompagnement qui a cette orientation philosophique. Il est intéressant de rappeler que quand Roberto Assagioli a créé la psychosynthèse, eh bien, c'était en réaction à la psychanalyse, du moins au début de la psychanalyse, à la psychanalyse freudienne, et que c'est peut-être pour cette raison, en réaction à ces premiers travaux proposés par Freud et ses premiers disciples, c'est certainement en réaction à ce travail que Roberto Assagioli a proposé un travail avec une autre orientation. Donc d'un côté, dans le travail d'Assagioli, on a la psychosynthèse, et de l'autre côté, on a son système psychodynamique, une forme de cartographie des éléments et des processus psychologiques qui peuvent prendre différentes qualités. S'ils sont en lien avec le je qui les expérimente, eh bien, on peut dire que ces éléments sont conscients. S'ils sont, au contraire, en dehors des différents rapports que le je entretient avec ses propres éléments psychologiques, on peut dire qu'ils seraient inconscients. Une psychodynamique qui permet de catégoriser différents éléments et différents processus psychologiques, de montrer les dynamiques internes du je qui les expérimente et de montrer les dynamiques du rapport entre le je et les éléments qu'il expérimente. On a donc d'un côté un ensemble de méthodes, d'un autre côté la description d'un système qui inclut le sujet qui fait expérience et le terrain psychologique dont ce sujet fait expérience. Ça vous paraît clair, résumé comme ça? Ok. Alors sur cette base, eh bien, c'est plus à la psychodynamique de Roberto Assagioli que nous allons prêter attention pour conclure ce cours, plutôt qu'à la psychosynthèse, et je reviendrai sur cette notion dans le chapitre suivant. J'ai choisi de vous résumer ce que nous avons vu dans les semaines précédentes, plutôt par thème. Alors, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut catégoriser ces histoires d'éléments inférieur, élément moyen, élément supérieur, processus inférieur, moyen et supérieur, selon les adjectifs proposés par Roberto Assagioli. Et je vais vous présenter 4 catégories, des processus dans ces différentes catégories, des qualités, une notion de temporalité et quelques exemples phénoménologiques. Alors,
Pour ceux qui sont praticiens en hypnose, surtout en hypnose ericksonienne, vous pouvez voir ces 4 catégories comme des ressources, puisqu'on parle souvent en hypnose ericksonienne de permettre aux individus d'accéder à leurs propres ressources. Et bien vous pouvez voir ces processus, qualités, éléments temporels et éléments phénoménologiques comme des ressources. Alors si on regarde la catégorisation d'Assagioli de nos éléments et processus cognitifs sous la forme des différents processus, on peut voir par exemple que dans l'inconscient inférieur, en bas, eh bien, on a toute la coordination de nos fonctions physiologiques, on a toutes nos impulsions, on a ce qui est naturel dans le fait que nous sommes en mouvement, ce qui vient de notre biologie. On a tout ce qui est instinctif, on a des forces qui vont être orientées vers une évolution, vers une croissance, vers un instinct de préservation, un instinct de défense. Et comme le montrait Gilligan, et j'avais montré la correspondance entre les idées modernes de Gilligan et les idées d'Assagioli, Gilligan propose qu'il y a aussi dans cet inconscient inférieur les processus non-verbaux, la communication non-verbale. C'est erroné de ma part de dire que Gilligan propose qu'il y a dans cet inconscient inférieur, c'est plutôt une correspondance que j'avais montrée entre la pensée de Gilligan et la pensée d'Assagioli. Du point de vue de l'inconscient moyen, là on retrouve tout un ensemble de processus, et quand on a fait le cours sur l'inconscient moyen, je vous avais proposé l'idée que ce seraient peut-être les processus que nous sommes en train d'apprendre à nos ordinateurs pour créer des intelligences artificielles. C'est une façon de le présenter. On pourrait dire que c'est toute la partie intelligence un peu cybernétique dont nous avons déjà parlé l'année dernière. Alors dans l'inconscient moyen, en termes de processus, on retrouve des notions de développement, des processus de construction, des processus d'apprentissage. Apprentissage, on pourrait dire acquisition de données et capacité à les structurer, les intégrer. Des processus de création de structures, nous avions vu en lien avec l'inconscient collectif, l'inconscient moyen présente une capacité de créer des structures nouvelles à apprentissage nouveau. Des processus de représentation, de conceptualisation, de prise de conscience, de maturation des éléments dont nous prenons conscience, des processus d'interprétation, de signification, tous les processus liés à notre perception, tous les processus qui sont comme du tri cognitif, les processus de sélection, les processus d'expression. Des processus de répression et de réintégration des différents éléments psychologiques, et nous l'avions vu aussi dans le cours sur l'inconscient collectif, s'il y a processus de répression, de maintien en répression de différents éléments psychologiques, eh bien c'est le même processus quand il se renverse qui permet de les réintégrer. Et de manière générale, des processus d'orientation vers le futur immédiat et le futur un peu plus lointain, des processus de planification et d'anticipation. Alors vous voyez un peu la thématique générale dans les processus de l'inconscient collectif. Et puis, au-dessus de tout ça, dans la proposition d'Assagioli, dans l'inconscient supérieur ou supraconscient, il y a d'autres types de processus très différents des deux premiers, notamment des processus d'intuition, des processus d'illumination, des processus d'inspiration et de créativité, de création, des processus de compréhension jusqu'à des processus de révélation de nouvelles informations, des processus d'imagination et des processus de création de nouveau, un processus qui crée du nouveau à partir de l'existant. Voilà les différents types de processus en 3 catégories que nous pouvons voir dans les inconscients respectivement inférieurs, moyens et supérieurs. Du point de vue des qualités, et vous pouvez le voir en passant d'une slide à l'autre, ce n'est pas tout à fait les mêmes proportions. Autant on voit que dans l'inconscient moyen, il y a de nombreux processus, autant en termes de qualité, eh bien, le rapport est un petit peu différent. Alors, si on regarde ces différentes qualités, et je vous laisse faire votre propre interprétation du mot qualité ici, dans l'inconscient inférieur, on va retrouver de la vitalité, de la combativité, de l'agressivité. On va retrouver aussi des peurs, un thème dont j'ai moins parlé, mais les peurs, on peut les voir sous leur forme négative au moment où ça nous fait une expérience désagréable. On peut les voir aussi sous leur forme positive au moment où elles nous protègent de quelque chose. Vitalité, combativité, agressivité,
peur, on va retrouver l'ensemble des instincts, on va retrouver des qualités de confiance en soi, des qualités de puissance, des qualités de capacité d'action ou de capacité d'agir dans des contextes donnés, des qualités de stabilité, de matérialité, et parfois on dit, eh bien, c'est la qualité d'être bien ancré au sol, ce qui est fondamentalement une métaphore, puisque nous n'avons pas d'encre ni de racines, enfin, semble-t-il, en apparence en tout cas. Mais c'est peut-être de ce type de qualité dont nous parlons quand nous utilisons les termes stabilité et matérialité. Du point de vue de l'inconscient moyen, deux qualités principales se dégagent dans cet ensemble de processus que nous avons décrit juste précédemment. Deux qualités principales, une qualité d'intelligence et une qualité de coordination. Et on pourrait dire, ce sont des processus, mais je vous les ai proposés sous des formes de qualités. Et peut-être qu'on verra un peu plus tard pourquoi ça peut être présenté comme des qualités, non pas comme du processus qui traite des données en entrée et en sortie. Et puis, du point de vue du supraconscient, ici, on retrouve de nombreuses qualités. Et je vous rappelle que Assagioli a passé beaucoup plus de temps à aller explorer les qualités de l'inconscient supérieur ou supraconscient que celles des inconscients moyens et inférieurs. Ces qualités, nous en avons parlé pendant 2 cours. Ce sont des qualités de compréhension, de beauté, de vérité, des qualités d'unité et d'amour ou d'expérience d'amour, des qualités de plénitude, de profondeur, de soulagement, Assagioli disait de très profond soulagement. Des qualités qui vont donner une tonalité de joie, une tonalité de gaieté, une tonalité d'humour, de légèreté, de simplicité. Des qualités qui contiennent aussi des notions de dynamisme, d'intensité de l'expérience que nous sommes en train de vivre, de richesse, et nous l'avions dit, non pas de richesse matérielle comme sous une forme d'argent, mais de se sentir très riche de quelque chose dans l'expérience que nous sommes en train de faire. Et enfin, des qualités associées à la sensation d'une profonde liberté, d'une profonde indépendance et d'une profonde autonomie. Voilà quelques qualités que nous pouvons montrer, dispatchées, réparties dans les inconscients inférieurs, moyens et supérieurs chez Assagioli. Ensuite, nous pouvons voir que cette répartition en 3 inconscients, ou cette répartition en 3 catégories d'éléments psychologiques, a une implication très forte dans l'expérience que nous faisons du temps. Dans l'inconscient inférieur, un grand lien entre notre présent expérimenté et notre passé. Dans l'inconscient moyen, un lien très fort entre notre présent expérimenté et nos différents futurs. Et enfin, dans l'inconscient supérieur, on retrouve des notions temporelles qui nous sont peut-être un peu moins habituelles dans notre civilisation occidentale moderne, des notions de lien de notre présent à une forme d'éternité ou de lien à notre présent immédiat, à ce que certains appellent l'instant présent, faire expérience de l'instant présent, où certains proposent les vocables s'établir dans l'instant présent, demeurer dans l'instant présent. Il y en a une autre encore. Oui, être dans l'instant présent. Et on voit bien que quand on utilise ce vocabulaire-là, eh bien, on parle d'une expérience du temps qui n'est pas la même chose que de simplement regarder sa montre et constater qu'une seconde vient de passer. Lien au passé dans l'inconscient inférieur, lien au futur dans l'inconscient moyen et lien à l'instant présent et à des notions d'éternité dans l'inconscient supérieur. Ça va jusqu'ici ? Et enfin, on peut voir tout un très vaste ensemble de phénoménologie ou de classes phénoménologiques dans les différents inconscients proposés par Assagioli. Alors je vous en ai mis ici une très courte liste, ce ne sont que des exemples, parce que si on commence à lister la phénoménologie qu'on peut faire en 3 catégories par X thématiques, eh bien, il y a un moment dans la préparation de ce cours où j'ai voulu présenter un tel tableau, mais il nous aurait fallu vraiment plusieurs
plusieurs vidéoprojecteurs. Enfin, c'est vraiment très vaste de faire ce travail-là. C'est peut-être un travail qu'on peut faire en groupe d'études pour essayer de regarder un peu comment ça se répartit, mais ici, je n'ai souhaité présenter qu'une petite présentation de quelques éléments. Alors, quelques éléments dans l'inconscient inférieur, on peut retrouver... Ah, je vais quand même repréciser, sait-on jamais. Quand je dis phénoménologie, il s'agit ici de dire voici les choses ou les phénomènes dont nous pouvons faire expérience quand nous sommes en lien avec ces différents types d'inconscient. Alors, ces phénomènes, ça peut être par exemple des sensations que nous avons dans une situation de vie, ça peut être des images qui se surimposent à nous, ou vous savez, un peu comme les images qui viennent à l'intérieur de nous quand nous écoutons de la musique, par exemple. Ça peut être les expériences que nous faisons, les images, les métaphores, les sensations, les idées qui nous viennent quand nous sommes dans des états de conscience dits modifiés, par exemple lors d'une séance d'hypnose, ou dans une rêverie, ou dans un demi-sommeil, ou dans un accompagnement par une technique ou une autre qui va utiliser des changements d'état de conscience. Donc quand je propose le terme phénoménologie ici, il s'agit des éléments que nous pouvons vivre de manière intérieure, éléments visuels, éléments auditifs ou éléments de nos sensations qui ne sont pas liés à des stimulus extérieurs. Est-ce que la précision est claire? Ok. Dans l'inconscient inférieur, par exemple, on va retrouver des expériences de corps, des expériences de matière, des expériences de la terre, des expériences de souterrain, des expériences de racines, des expériences liées aux ancêtres, liées aux notions de famille, du moins dans la partie de nos familles qui nous a construites, des expériences de fondation, des idées de force, force de la nature, par exemple, nous avions proposé la métaphore de la rivière, la métaphore du feu, des idées, des sensations de combat. Du point de vue animal, on y retrouverait par exemple des insectes, des rampants, des reptiles, on y retrouverait la faune aquatique. Du point de vue des animaux mythiques, eh bien, on y retrouverait les animaux souterrains. Par exemple, celui qui me vient comme ça, c'est le faune. On y retrouverait dans d'autres mythologies les lutins, les tricksters, et puis encore dans d'autres cosmologies, les êtres démoniaques, les êtres infernaux, etc. Du point de vue de l'inconscient moyen, eh bien, c'est une autre nomenclature. On retrouve les notions du feu, de l'eau, du bois, les notions d'écosystème, les métaphores de la maison, les métaphores de la construction, des métaphores de réseau, de complexité, des sensations d'architecture, des images de piliers. Du point de vue animal, eh bien, on y retrouve principalement les mammifères et les humains. Du point de vue des animaux mythiques, ici on va retrouver une autre classe de personnages qu'on rencontre dans différentes mythologies. On va retrouver principalement les héros, les titans, les demi-dieux. Et puis, on retrouve une autre classe un peu dans nos mythologies modernes, celles qui sont liées par exemple à la science-fiction. On va retrouver les automates et toute la famille des robots conscients. Et puis, du point de vue de l'inconscient supérieur, on retrouve une toute autre phénoménologie. On va retrouver des expériences de lumière, des expériences de ciel, des expériences de ressentir l'air, des expériences de rayonnement, des expériences de beauté, de clarté, de simplicité, des sensations d'élévation, des sensations d'ascension, des sensations d'expansion et de profondeur. Et ici, Assagioli montrait que ça peut être tant un mouvement descendant et en même temps élevant, quand on dit profondeur, qu'une sensation d'intériorisation et de revenir de plus en plus à l'intérieur, néanmoins avec une sensation d'expansion. Du point de vue phénoménologie animale, ici, on retrouve les animaux volants, et du point de vue des animaux mythiques, on pourrait dire du point de vue de la faune mythique, on retrouvera toute la classe des animaux mythiques volants, comme Pégase, comme les anges. Je ne sais pas si les anges sont classés comme animaux, mais je ne sais pas du tout. On ne sait pas vraiment.
Voilà, on retrouve un ensemble d'animaux mythiques volants comme Pégase, on retrouve les anges, on va retrouver des entités cosmiques comme le serpent ailé par exemple dans des traditions d'Amérique centrale, Amérique du Sud. On va retrouver la classe des fées, la classe des dieux, des archanges, etc. Alors, on voit à nouveau que dans trois catégories d'éléments psychologiques distincts, eh bien, ces différentes phénoménologies ne nous racontent pas les mêmes histoires. Tout un ensemble d'éléments, tout un ensemble de processus, de qualités, de rapports au temps, d'éléments phénoménologiques classés dans les trois inconscients inférieurs, moyens et supérieurs chez Roberto Assagioli. Alors, à partir de là, vous pouvez faire des correspondances. Par exemple, regardez uniquement dans l'inconscient supérieur quels processus, qualités, rapports au temps et phénomènes sont présents pour un individu. Et à partir de là, eh bien, ça peut donner des idées nouvelles, notamment pour l'accompagnement, et on en reparlera dans la troisième partie de ce cours. Avant ça, dans une deuxième partie, et comme nous sommes dans la conclusion de ce module de cours, quelques liens entre la psychosynthèse et la construction de notre hypnologie, quelques liens entre la psychosynthèse et l'hypnologie, mais aussi des liens qui sont hérités des limites de la psychosynthèse et comment les limites de la psychosynthèse eh bien, nous donnent une influence pour réfléchir à ce que nous sommes en train de mettre en place. Pourquoi? Parce qu'en hypnologie, nous conservons du travail de Roberto Assagioli plusieurs éléments. Par exemple, on conserve la catégorisation des éléments et processus psychologiques tels que nous venons de la montrer précédemment. Nous conservons évidemment la démarche de chercheur de Roberto Assagioli. Nous avions montré dans les premiers cours comment il a basé toutes ces idées, non pas sur de la spéculation intellectuelle, mais sur de réelles méthodologies qui, bien sûr, nous intéressent beaucoup pour aller continuer ce travail, voir s'il est valide, non valide, qu'est-ce qu'on peut en récupérer et qu'est-ce qu'on peut continuer de ce travail. Nous conservons évidemment les différentes dynamiques du sujet conscient, comment le sujet conscient est proposé chez Roberto Assagioli comme changeant, comme composé, comme fragmenté, et tout le rapport d'identification que le sujet conscient entretient avec les différents éléments psychologiques dont il fait expérience. Autrement dit, le fait que, eh bien, quand j'ai une émotion ou quand il m'arrive quelque chose, j'ai tendance à dire « c'est moi », mais quand une autre émotion vient, j'ai tendance à dire « c'est moi aussi », bien que parfois, eh bien, à émotions divergentes, je peux avoir des points de vue, des expériences, des idées et des réactions de nature totalement contradictoire. Nous conservons aussi les aspects volitionnels et Assagioli met un vrai accent sur cette dimension, notamment dans les notions d'entraînement, entraînement et apprentissage, dans la distinction qu'il fait entre le je, sujet conscient, et la volonté, et de manière générale dans tous les exercices qu'il donne comme apprentissage de nouvelles capacités qu'il prend toujours soin de distinguer du sujet conscient. Enfin, et on pourrait continuer cette liste, mais j'ai choisi de garder uniquement les éléments principaux. Nous conservons bien sûr du travail de Roberto Assagioli les leviers de changement et la structure des techniques qu'il utilise en psychosynthèse et qu'il propose pour accompagner les individus. On peut dire dans cette conclusion que notre positionnement, c'est de regarder la psychodynamique de Roberto Assagioli, la cartographie de l'esprit que nous propose Roberto Assagioli, comme un point de repère dans nos dynamiques psychiques, dans nos dynamiques psychologiques. Un point de repère, notamment parce que dans une multitude de processus inconscients, dans un ensemble assez complexe de processus inconscients, eh bien, Assagioli nous propose de catégoriser tout ce qui nous arrive en trois catégories. Alors, on pourra toujours dire que c'est un peu sommaire, que c'est un peu rapide, peut-être même que c'est un travail erroné, mais il a au moins le mérite d'exister, de pouvoir distinguer des processus les uns des autres. Je vais rajouter quelque chose ici. Ouais.
Un point de repère et un outil de décodage, et nous en avons parlé dans les questions-réponses après le premier cours sur le supraconscient. Un point de repère et un outil de décodage dans ce qui nous arrive au quotidien. Parce qu'on l'a vu dans le cours sur le supraconscient, quand on a toute cette nomenclature d'éléments, de phénomènes, de qualités qui sont spécifiques du supraconscient, eh bien ça nous éclaire un peu sur les moments de notre vie où nous avons vécu des expériences comme ça. Et nous manquons beaucoup d'informations apparemment sur ce sujet-là. On pourrait dire que sur l'inconscient inférieur, nous avons pas mal d'informations et une bonne culture psychologique de ces phénomènes-là. Mais sur l'inconscient supérieur, eh bien, il semblerait que dans cette civilisation, dans ce moment du temps, nous manquons beaucoup d'informations sur tout ce sujet. Donc, cette cartographie, cette distinction en différents types d'éléments et de processus nous permet de nous repérer dans nos propres expériences. Et ça nous permet de décrire les phénomènes avec une double nomenclature. Une nomenclature, on va pouvoir dire « il m'arrive cela », et une nomenclature, on va pouvoir parler de ce moi changeant et de parler de ces modulations. Alors ça, bien sûr, c'est un outil de décodage que nous gardons, et certains d'entre vous, dans le tout premier cours que nous avons présenté, avaient été assez surpris de voir comment ce schéma ovale, avec ce jeu et ce champ de conscience dont ce jeu fait expérience, eh bien, quand on le déplace, ça se met à expliquer beaucoup de choses qui nous arrivent en fait au quotidien et beaucoup de choses que nous voyons dans nos accompagnements. Un point de repère dans nos dynamiques psychiques aussi parce que la nomenclature de Roberto Assagioli permet un outil de comparaison, et nous avions vu dans les dernières semaines comment nous pouvons comparer différents systèmes les uns avec les autres en passant par le système de Roberto Assagioli. On dirait que c'est un peu comme un outil de translation pour regarder différentes dynamiques psychologiques dans le système d'un auteur et dans le système d'un autre. Par exemple, ça peut nous permettre de faire des comparaisons entre Freud et Erikson, et c'est ce que nous avions présenté pendant l'inconscient inférieur. Ça peut nous permettre de faire des comparaisons entre la psychologie occidentale jungienne et la psychologie du yoga, qui sont généralement assez difficiles à comparer parce qu'on peut soit tomber dans une forme de syncrétisme, soit avoir l'impression que c'est totalement différent, et bien c'est rarement soit cet extrême, soit l'autre. Et je pourrais donner tout un ensemble d'exemples dans lesquels la nomenclature en 3 étages ou en 3 catégories d'expériences de Roberto Assagioli nous permet de faire communiquer différents systèmes. Néanmoins, nous ne conservons pas la psychodynamique de Roberto Assagioli comme un dogme ou comme une vérité. Et il y a eu dans les discussions dans ces dernières semaines, eh bien, peut-être que parfois ça peut nous donner des tentations un peu dogmatiques, de se dire « Ah, ce système explique bien les choses ». En fait, il les explique d'une manière nouvelle. Mais il n'est pas dans notre idée ici en hypnologie de dire « Eh bien, le système de Roberto Assagioli est le meilleur, le plus beau, le super, et maintenant on va utiliser ça et on va faire de l'accompagnement uniquement avec cet outil ». Non, ce serait un peu absurde et puis ce serait un peu précipité. L'idée, c'est plutôt de se dire qu'ici, on a un système qui est autre que celui, eh bien, par exemple, de Freud, par exemple de Jung ou par exemple de celui d'Erikson, avec une nomenclature en 2 catégories d'éléments, dits conscients ou inconscients. Ça nous propose un autre système qui nous permet peut-être simplement de prendre du recul sur nos certitudes et sur nos regards habituels. Alors, voilà ce que l'on peut conserver des apports d'Assagioli, notamment des apports de sa psychodynamique, plutôt que de ses méthodes d'accompagnement et de ses orientations d'accompagnement. Pour nous, c'est principalement un point de repère qui permet de prendre du recul sur le vocabulaire que nous utilisons et les cases dans lesquelles nous inscrivons les processus d'accompagnement que nous mettons en place. Toutefois, il y a une différence idéologique évidente entre la direction de la psychosynthèse et la direction de notre hypnologie. Principale différence idéologique entre la psychosynthèse et notre hypnologie, eh bien, nous l'avons vu, la psychosynthèse est orientée dualisme gnostique ou holisme gnostique, voire un peu des deux. Et ça implique que l'accompagnement en psychosynthèse a une finalité identique pour tous les individus. Or, nous, ici, à l'Arche, pour notre hypnologie, nous sommes un peu trop ericksoniens pour adhérer à ce genre d'idée. Nous allons plutôt avoir l'idée que la finalité de l'accompagnement
elle est adaptée à l'orientation de l'individu qui est accompagné. Et peut-être même que ces orientations, au cours de sa vie, elles vont changer. Mais qu'il n'y a pas une finalité identique pour les différents individus. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes plutôt dans des directions phénoménologiques, c'est-à-dire à se demander qu'est-ce qui se passe pour un individu à l'intérieur de lui, qu'est-ce qu'il expérimente, plutôt que de proposer une trame dans laquelle tous les individus devraient entrer pour aller tous dans le même bonheur, par exemple. Nous avons néanmoins une orientation idéologique, puisque dans toute étude et dans toute proposition qui s'intéresse à l'esprit ou qui va s'intéresser au fonctionnement du réel et de la matière, parce que ce serait plutôt une science, dans tout type d'études de ce genre, il y a toujours fondamentalement une orientation idéologique. Donc, bien, nous nous arrêtons à une étude des dynamiques subjectives, une étude de l'intersubjectivité, qu'est-ce qui se passe quand on croise la subjectivité de deux ou de plusieurs individus, ce qui va nous emmener à la systémie. Et on pourrait dire que notre orientation idéologique, c'est de proposer des accompagnements pour que les individus puissent trouver comment travailler sur leurs limites ou leurs difficultés. Et dans ça, il y a deux écoles. Il y a l'école de changer ce que je suis et l'école de accueillir ce que je suis. Et de l'autre côté, eh bien, il y a l'idée d'accompagner les individus pour qu'ils puissent trouver comment développer par eux-mêmes leur propre bien-être et un bien-être systémique, c'est-à-dire un bien-être qui soit écologique ou tenant compte du bien-être des autres individus qui sont autour. Alors, dans tout ça, il y a des notions d'évolution, il y a des notions de mouvement. Nous proposons quelque chose qui est non finaliste et qui est non dogmatique. Néanmoins, y regarder de près, cette orientation idéologique a quand même une proximité avec l'orientation philosophique du Mahayana. Une autre différence entre l'orientation de la psychosynthèse et l'orientation qu'on peut donner sur nos recherches en hypnologie, eh bien, c'est la dimension temporelle. Nous l'avions vu la semaine dernière. La psychosynthèse est orientée sur le présent et le futur, et elle tend à minimiser, voire à exclure les dynamiques qui vont mettre en lien le présent et le passé. Alors j'étais allé un peu vite la semaine dernière sur cet aspect, je vais peut-être le développer ici. Nous, en hypnologie, on va intégrer plusieurs regards sur cette question-là. Bien sûr, on reconnaît l'importance du travail par futurisation. Et dans le cours que je donnerai, je pense que c'est au mois de mai, je vous présenterai l'avancée de nos modèles psychodynamiques en hypnologie. Nous montrerons à la lumière du travail, notamment des post-Assagiolins, comme Fuhrman, Aronian et d'autres personnes qui ont travaillé avec eux, comme Jem Vargiu et Andras Anglial, nous montreront pourquoi il est extrêmement important de travailler avec la futurisation. C'est une théorie qui pourrait expliquer pourquoi Erikson utilisait tellement des processus de planification, anticipation, futurisation. Nous reconnaissons évidemment ce travail qui est proposé dans le travail d'Assagioli, mais toutefois, nous reconnaissons aussi l'importance capitale de la notion d'un passé agissant au présent. Et ici, il s'agit d'être un peu subtil parce qu'on ne parle pas de s'intéresser au passé biographique et de vraiment se demander, eh bien, qu'est-ce qui m'est arrivé à tel âge pour que je me retrouve dans ces difficultés-là aujourd'hui ou dans ces limites-là de moi-même aujourd'hui. L'idée n'est pas d'aller regarder ce qui s'est passé dans le passé, mais plutôt de regarder comment le passé est présent dans ma subjectivité au présent, dans mon attention, dans ma représentation de moi-même et dans la direction de mes actions et de mes réactions. Notion assez subtile de passé agissant au présent, et dans le précédent cours, voilà, dans le précédent cours, j'ai oublié de vous nommer cette idée-là. Dans cette notion de passé biographique déjà passé, néanmoins ayant la capacité agente de m'agir au présent, une phrase bien complexe, eh bien nous retrouvons par exemple le travail de Jung, le travail de Missildine, le travail de Eric Berne sur les ego states et l'enfant intérieur, le travail de Bradshaw, le travail de
le travail de Dick Schwartz, une approche qui est reprise par exemple aujourd'hui en francophonie dans le travail d'Isabelle Padovani. Donc, pour résumer, une différence importante entre la psychosynthèse et hypnologie, c'est que pendant l'accompagnement, nous allons considérer de manière différente la façon dont l'individu vit sa temporalité, comment il est en lien avec son présent, comment il est en lien avec son passé agissant à l'intérieur de lui, et comment il est en lien avec son futur et ses représentations du futur. Quelle est cette différence? Eh bien, dans la psychosynthèse, il y aura une tendance à exclure les dynamiques héritées du passé et néanmoins agissant au présent pour favoriser les dynamiques qui impliquent le présent d'un individu et ce vers quoi il s'oriente vers le futur. Et c'est souvent un point de vue que l'on prête au travail de Erickson, de Bandler et des autres fondateurs de la PNL. Nous, en hypnologie, nous allons plutôt proposer un regard qui inclut toutes les dimensions temporelles d'un individu, ce qui lui arrive au présent et sa façon d'être en lien dans l'inconscient moyen avec ses dynamiques présentes, son orientation vers le futur, et nous le disions tout à l'heure, nous reconnaissons évidemment l'importance de la futurisation, mais nous conservons le fait que l'individu vit au présent des héritages du passé, ou du moins peut vivre au présent des héritages du passé qui sont impliqués dans sa construction, dans ses réactions, dans ses décisions, dans son identification et les limites qu'il va mettre à son moi, et dans ce qui se déploie dans son champ d'attention. Ça passe? C'est clair comme ça? Non. Non? Si, je peux essayer. Pour résumer, mais je crois que je l'ai fait tout à l'heure, la psychosynthèse va plutôt s'intéresser à accompagner l'individu vers son futur, là où notre proposition en hypnologie est bien d'accompagner l'individu vers son futur en intégrant sa biographie et les mécanismes hérités de son passé. Non pas conserver les épisodes hérités de son passé, mais conserver les mécanismes hérités de son passé. Et là, ça demande un peu de subtilité, je vais y revenir dans le chapitre suivant. Enfin, pour finir cette comparaison brève et un peu succincte entre la psychosynthèse et l'hypnologie, dans notre travail en hypnologie, il y a une influence du travail de Roberto Assagioli. Parce que quand j'ai commencé mes recherches pour préparer le cycle de cours de l'année dernière, quand j'ai découvert le travail de Roberto Assagioli, je me suis dit, mais voilà des éléments complètement nouveaux qui peuvent compléter ce que nous voyons déjà dans nos courants d'hypnose, de PNL, de coaching, d'accompagnement systémique, ces différentes influences qui forment plus ou moins l'accompagnement hypnotique moderne que nous proposons. Par exemple, la distinction entre le « je » et le champ de conscience nous permet de proposer une distinction entre l'expérience, l'interprétation de l'expérience et l'agent qui est attribué à l'expérience. La séparation entre le « je », le corps et l'esprit, et la confusion présente chez Roberto Assagioli entre le dualisme et le holisme nous permet de proposer une distinction entre l'expérience et l'attribution d'agent. L'expérience que je fais du monde et l'impression que c'est moi qui fais expérience de ce monde. Sauf que parfois, j'ai l'impression que ce n'est pas vraiment moi qui fais expérience de tout ça. Autre exemple, dans la nomenclature un peu contradictoire par moment de Roberto Assagioli, il nous propose que le « je », là je vous l'ai mis en anglais, le « je » comme « centers of pure consciousness », et parfois il nous propose le « je » comme distinct from awareness consciousness, alors soit c'est un centre de pure consciousness, soit c'est distinct de consciousness, ce qui est assez étonnant. Eh bien, ça nous amène à proposer une distinction entre l'attention et l'attribution d'agent. Qu'est-ce qui est du domaine de l'attentionnel, du fait qu'il y a attention ou qu'il n'y a pas attention, et qu'est-ce qui est du domaine de l'agent qui est attribué à l'expérience? Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est autre qui fait expérience, par exemple, des objets auxquels il y a attention? Je vais au bout de la slide et je veux bien. Et enfin, tout le travail d'Assagioli sur l'idée de désidentification, notamment se désidentifier de patterns comportementaux automatiques, ce qui l'amène à proposer un modèle où il y a une séparation entre le « je » qui fait expérience du monde et la volonté qui va orienter les actions
eh bien de ce corps et de cet esprit. En hypnologie, tout ce travail nous a amené à proposer une distinction entre l'attribution d'un agent et les processus volitionnels. Alors, tout ça, et je ne sais pas si je le laisserai dans la vidéo, tout ça nous le développerons en profondeur et de manière beaucoup moins rapide dans le module du mois de mai sur nos modèles, sur l'avancée de nos modèles en hypnologie. L'idée ici, sans rentrer trop dans le détail, c'est de montrer que le travail d'Assagioli donne une influence sur les modèles que nous sommes en train de proposer en hypnologie et les limites du travail d'Assagioli, les critiques sur le travail d'Assagioli nous influencent aussi dans le travail que nous sommes en train de modéliser pour le proposer, pour poser les fondements d'une hypnologie. Enfin, dans une dernière partie, je vais essayer de vous faire ça de manière assez courte, je n'ai plus que 3 slides, je crois, à vous présenter, quelques perspectives pour nos pratiques modernes d'hypnose d'accompagnement. L'enjeu ici, c'est de proposer quelques éléments pour terminer ce module de cours, pour voir comment, dans la pratique de l'hypnose d'accompagnement, nous pouvons récupérer des parties du travail de Roberto Assagioli, eh bien, peut-être pour travailler autrement ou de manière plus large. Tout d'abord, on peut identifier que face à des thématiques données ou face à des problématiques données, nous pouvons identifier 2 types de causes. Et dans un des derniers questions-réponses que nous avons fait ici, dans un échange que nous avions, toi et moi, Adrien, et aussi avec Jérôme était intervenu en disant « Mais Erikson ne s'intéresse pas aux causes ». Alors ça m'a fait beaucoup réfléchir pour reprendre mes notes sur le travail d'Assagioli. On peut identifier 2 types de causes. D'un côté, des causes biographiques. Et ici, on va retrouver par exemple des approches type analyse, psychanalyse. Et d'un autre côté, des causes qui sont les mécanismes cognitifs eux-mêmes. Et ici, on va retrouver des thématiques par exemple d'apprentissage, d'association, de représentation. Et ce sont des types de causes des thématiques et des problématiques que l'on retrouverait par exemple dans la grande famille des TCC, des thérapies cognitives comportementales. Pour mieux appréhender les causes de ce deuxième type, les causes qui sont liées à nos mécanismes cognitifs, eh bien, c'est bien d'avoir un repère, de trouver un repérage dans nos différentes dynamiques subjectives, dans nos différentes dynamiques psychologiques. Alors, c'est ce qu'on fait par exemple dans le travail en hypnose PNL, où bien sûr, on dit qu'on ne fait pas de projection, etc. Mais au moment de faire le choix d'utiliser un protocole, par exemple en PNL, eh bien, il y a bien eu un choix, il y a bien eu un moment, un espèce d'outil diagnostique qui permet de dire, face à cette problématique et à cette description, moi, PNListe, je choisis d'appliquer ce protocole. Pour cela, eh bien, il faut se dire qu'il y a certaines dynamiques subjectives ou dynamiques psychologiques particulières qui sont en jeu et identifier qu'en travaillant sur celles-là, eh bien, ça va permettre à l'individu d'être accompagné. Vous êtes d'accord avec cette remarque? Ok. C'est ce qu'on retrouve par exemple, différentes dynamiques subjectives, eh bien, par exemple la représentation du temps, dans le travail de James et Woodsmall, avec toute leur théorie sur les représentations subjectives du temps et le protocole connu sous le nom ligne du temps. C'est le travail par exemple de la catégorisation de nos expériences dites en niveau logique, dans le travail de Gregory Bateson sur les niveaux d'apprentissage, refondé par Robert Dills sous le nom des niveaux logiques. C'est le travail par exemple que nous pouvons faire avec ce qu'on appelle les sous-modalités, dans le travail proposé par Bandler au milieu des années 80, ou encore le travail en ego states qu'on peut retrouver dans le travail de Federn, dans le travail de Eric Berne avec l'analyse transactionnelle, etc. Ce que le travail de Roberto Assagioli peut apporter à nos accompagnements, c'est qu'il amène de nouveaux repérages parce qu'il met en lumière de nouvelles dimensions phénoménologiques ou de nouvelles structures dynamiques, des mécanismes qui peut-être n'ont pas été vus dans les autres disciplines. Alors, par exemple, une catégorisation de nos expériences, de nos processus et de nos éléments en 3 niveaux. Je vous invite à regarder par vous-même en tant que praticien, est-ce que vous repérez des choses comme ça dans les descriptions que vous donnent les individus qui demandent un accompagnement? Par exemple, toute la thématique du travail en sous-personnalité, toute la thématique du travail sur l'identification qui propose que c'est peut-être le fait que le sujet conscient s'identifie à son expérience qui pourrait être une des causes
de sa difficulté, de son incapacité à changer. Le travail sur la volonté, mais aussi le travail sur les symboles, le travail sur l'imagerie interne, qui semble ressembler en partie au travail sur les sous-modalités de Mandler, et le travail sur les modèles internes. Je vous rappelle que Assagioli proposait l'idée, pour travailler sur les modèles internes, il disait qu'il faut d'abord que le sujet accepte et reconnaisse par lui-même que ces modèles existent à l'intérieur de lui, au-delà de son attention, pourrions dire donc inconsciemment. C'est un des apports du travail d'Assagioli de proposer d'autres dimensions phénoménologiques ou d'autres types des expériences et de la structuration de nos expériences, de la structuration de la façon dont nous vivons ces expériences. Alors, on peut imaginer que ces différentes dynamiques peuvent être considérées comme des outils diagnostiques, qu'elles peuvent peut-être permettre des accès à des ressources auxquelles, par d'autres moyens, nous n'avons pas accès, et qu'elles peuvent éventuellement proposer des leviers de changement qui sont spécifiques à ces dynamiques-là. Prenons un exemple, la représentation du temps chez James et Woodsmall ne peut pas amener au même type d'accompagnement que la représentation en ego states chez Paul Federn et Eric Berne. Ça ne touche pas aux mêmes dynamiques, bien qu'il y ait un point commun, ça ne permet pas de travailler de la même façon, donc eh bien, nous pouvons imaginer qu'en ayant un maximum de décodeurs phénoménologiques, en ayant un maximum de structure de notre subjectivité, eh bien, nous pouvons accompagner les individus en fonction de l'endroit où se trouvent les thématiques et les problématiques pour lesquelles ils demandent des accompagnements. Une des idées clés, il me semble, dans ce que nous lègue Assagioli, c'est le fait de pouvoir nous repérer dans nos expériences. Je cherche comment dire ça de manière simple. Par exemple, permettre aux individus de se repérer dans leurs expériences du supraconscient. Et on l'avait vu dans le premier cours du supraconscient, parfois nous avons des expériences comme ça, de beauté, de sensation d'unité, une sensation subite et fugace d'expansion ou d'intuition, et on se dit mais qu'est-ce que c'était que ce truc, quoi? Si on ouvre le... Alors, j'allais faire une blague sur les DSM, mais ce n'est pas très utile. Eh bien, comme je le proposais tout à l'heure, peut-être que nous manquons un petit peu d'informations et le travail d'Assagioli nous permet de nous repérer dans nos différents types d'expériences. Et ça nous permet aussi de nous repérer dans nos différents types de mécanismes, de nous repérer dans nos contradictions, de nous repérer dans nos changements, de nous repérer dans nos sensibilités, mais aussi de nous repérer dans les expériences des autres. Comment, on pourrait presque dire pourquoi, mais plutôt comment les autres sont dans des changements, sont dans des sensibilités, dans des interactions qui ne sont pas les miennes et que, a priori, je ne connais pas, comment ils sont dans différents types de contradictions et comment il y a une structure sous-jacente à toutes ces expériences-là. Je vous ai écrit une phrase ici, mais pour vous le dire plus directement, nos mécanismes cognitifs, c'est compliqué. Si on commence à regarder de quoi je suis fait et tous mes mécanismes internes, ce n'est pas simple de manière a priori, cette expérience-là. Néanmoins, on voit qu'avec un travail scientifique comme celui d'Assagioli, on peut l'expliquer d'une manière relativement abordable, d'une manière qui fait qu'on peut le comprendre. Alors, peut-être que j'ai été un peu confus et pas toujours très clair dans ces cours, mais j'ai quand même l'impression qu'en 5-6 heures d'explication, on arrive à faire comprendre qu'il y a des processus de nature différente, qu'il y a des expériences qui nous paraissent tout à fait extraordinaires, mais qu'en fait elles sont finalement communes, au sens où elles arrivent à tout le monde et qu'on peut les décrire de manière simple. Ce qui fait que peut-être que quand on les a, on se sentira un petit peu moins bizarre, on aura peut-être un peu moins peur de décrire aux autres qui nous arrivent ces choses-là. Et pour tout cela, nous, ici, en hypnologie, on argumente en faveur d'un apprentissage de toute cette connaissance, d'un apprentissage et d'une transmission. Alors, je vous en ai mis une liste. On argumente en faveur d'un apprentissage et d'une transmission de la psychologie dynamique, de la gestion cognitive, par exemple la gestion des réactions et des émotions,
d'un apprentissage de la gestion des relations, de ce qui se passe dans l'interpersonnel, un apprentissage de la prise en considération, par exemple, des contradictions et des moyens relationnels de l'autre envers moi, un apprentissage des connaissances de nos expériences dites non ordinaires, un apprentissage des variations de nos expériences subjectives, les miennes, celles des autres, un apprentissage de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Pourquoi? Eh bien parce que cet apprentissage, il aurait une valeur préventive, et s'il a une valeur préventive, il permettrait sûrement de limiter différentes problématiques qu'on rencontre finalement au quotidien. Et nous imaginons dans le futur qu'il existe un apprentissage de cette nature-là à l'école, par exemple au secondaire. À titre personnel, je pense que si au lycée, en seconde, on donne un cours de, allez, disons, 1 heure toutes les semaines sur comment ça marche mes émotions, comment ça marche mes sensations, comment ça marche mes contradictions, c'est quoi moi en fait, mais pas d'un point de vue philosophique, d'un point de vue réellement psychodynamique, comment ça se structure. Et ouais, des fois j'ai des pulsions très émotionnelles, très instinctives, très corporelles, et puis des fois il y a ce truc là que De Soil et Aronian appellent le sublime qui m'attire, puis des fois c'est en conflit à l'intérieur de moi, et puis des fois j'ai vraiment envie d'aller me mettre dans ce truc là, mais j'en ai tellement envie que quand j'en retombe, en fait je me sens pas bien. Du coup, je veux chasser ce truc-là. On pourrait peut-être apprendre aux individus à s'y repérer dans tout ça. Pas leur apprendre des dogmes, pas leur apprendre des croyances sur ce sujet-là, mais juste leur donner des repères, pour que dans leur vie adulte, ils aient un peu moins de mal-être, un peu moins de confusion. Et c'est ma conclusion finale. Pour moi, après avoir passé autant de temps sur le travail d'Assagioli, mon souhait, c'est qu'on puisse s'en inspirer pour passer d'une forme de confusion à une forme de clarté. Quand je dis nous, c'est nous tous individus dans nos vies de tous les jours, dans nos interactions avec les uns et les autres. Dieu sait que des fois c'est très simple et fluide, et des fois, on ne sait pas trop pourquoi, tout devient un peu compliqué et chaotique, du moins de manière temporaire. Alors, j'ai essayé de mettre quelques éléments qui expliquent pourquoi, par moment, nous sommes dans des confusions. Parce que dans notre expérience subjective immédiate, à chaque instant, il se passe plein de choses qui sont confondues, qui nous arrivent en même temps. Elles sont fondues les unes dans les autres. Par exemple, nous vivons nos éléments psychologiques, nos processus psychologiques. Nous vivons le fait qu'il y a plusieurs agents à l'intérieur de nous. Nous vivons des processus volitionnels, des processus attentionnels. Puis nous vivons des émotions, notre corps, on a des idées, on a notre passé qui est présent, on a des mémoires qui sont présentes, on a le fait qu'on est en train d'intégrer plein d'informations et des perceptions sensorielles du présent, mais en même temps, on a nos représentations internes qui sont par-dessus ce qu'on est en train de vivre. On a notre lien avec notre futur, avec parfois nos peurs qu'il nous arrive quelque chose, ou l'espoir et l'envie qu'il se passe quelque chose d'une certaine façon. On doit gérer toutes nos données sensibles, et apparemment notre cerveau il fait du mieux qu'il peut pour essayer de faire le tri et d'utiliser seulement ce qui est valide et de mettre de côté le reste. Il y a les interprétations qu'on met sur ce qu'on est en train de nous raconter et sur les situations qui nous arrivent ou qui arrivent aux autres. On a des conditionnements, et puis il y a toutes nos réactions qui des fois sont automatiques, et puis il faut gérer le fait qu'il y a les autres, qu'il y a moi, qu'il y a ce qui est impersonnel, qu'il y a ce qui est interpersonnel. Mais ça fait beaucoup. C'est difficile en fait de vivre tout ça en même temps. C'est très confus. Et imaginez-vous que tout ça, ça nous arrive d'un seul coup. En un instant, il se passe toutes ces dimensions-là en même temps. Alors l'idée, c'est qu'un repérage dans ces différentes dimensions, le fait de pouvoir en parler, le fait de pouvoir les ressentir, le fait de prendre le temps d'y réfléchir, ça nous permet de les distinguer les unes des autres. C'est un peu comme si tout était condensé en une seule strate et qu'on fait se dire « Ok, il y a deux choses différentes ici ». Mais du coup, vu comme ça, il y a deux choses différentes là. Mais là, il y a deux éléments différents. Et on pourrait commencer à voir que nos subjectivités temporaires sont comme des tableaux de différentes dimensions, de différents éléments, avec tout un ensemble d'éléments qui sont modulants, qui sont en mouvement, et que, en fait, c'est pas si confus que ça. Un apprentissage de ce repérage, ça nous permettrait, par apprentissage, de passer de manière progressive, étape par étape, d'une expérience d'une complète confusion à une expérience d'une réelle clarté, alors, complète, je ne sais pas, mais du moins de passer d'une expérience de confusion à une expérience de clarté. Progressivement, et bien des voix ont essayé de montrer ces mécanismes, progressivement passer d'une confusion à une clarté en distinguant nos différents processus, en distinguant nos différentes
dimension psychodynamique et phénoménologique, eh bien, ça nous permettra peut-être de cultiver de plus en plus de bien-être, un bien-être pour nous et un bien-être pour les autres avec lesquels nous sommes en interaction. C'est donc la conclusion de ce module de cours et je vous remercie pour votre attention.